Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bons moments actuellement au Pensière à Annecy, dans la Haute-Savoie. Et c'est une grande joie pour moi de vous avoir, quoique pas directement avec vous dans la salle, mais en ligne pour ce cours ou cette présentation du rôle du laboratoire dans les épidémies. Et on va également discuter de la gestion des échantillons et des déchets. Je pense que Sakurako et l'équipe ont dû faire une bonne introduction pour moi. Je vais rapidement entrer dans la matière afin de permettre d'avoir une bonne discussion. Voici donc le plan de ma présentation. Nous allons discuter le déploiement et la gestion des laboratoires lors des épidémies, le rôle du laboratoire dans la riposte, comment est-ce qu'on fait le diagnostic et la confirmation en général. Je vais un peu parler des rôles des instruments qu'on appelle le point of care et puis la gestion des déchets. Alors, le déploiement et la gestion des laboratoires des épidémies. Actuellement, je n'ai pas pu venir parce qu'effectivement, il y a une épidémie de la maladie à virus Ebola, souche Bundibugyo, dans l'est de la RDC. Et je suis présentement à Beni, dans le laboratoire de Beni où je vous fais ce cours. Vous pouvez voir derrière moi, à travers la baie vitrée, les manipulations qui se font dans ce laboratoire. Dans ce papier que nous avons publié dans Emerging Infectious Disease en 2023, nous avons montré comment est-ce qu'on organise le déploiement d'un laboratoire Ebola lors d'une épidémie. Ici, il y avait un contexte particulier, c'est celui d'insécurité dans l'Est de la RDC. Le contexte n'a pas beaucoup évolué pour ceux qui suivent la RDC de près ou qui connaissent la RDC. Et il y a encore des situations nouvelles qui se sont ajoutées. Et ceci ajoute à la complexité de la situation actuelle. Mais nous avons fait ces papiers pour résumer le point que je voudrais partager avec vous. Premièrement, quelles sont les décisions qui font en sorte que vous puissiez déployer un laboratoire sur terrain? Je sais que le cours s'adresse pas seulement au personnel du laboratoire, mais plutôt aux épidémiologistes du terrain, ceux-là même qui auront la responsabilité de pouvoir prendre des décisions dans une riposte en tant que coordonnateur, en tant que chargé de la surveillance, en tant que responsable de l'épidémie ou alors superviseur. Voilà pourquoi c'est important de vous fournir ce background. Je n'ai pas l'idée de faire de vous des virologues comme moi, mais de vous donner le contexte essentiel des choses pour vous aider à une bonne compréhension dans la prise de décision. Et donc, quels sont les éléments qui guident les déploiements d'un laboratoire sur terrain? Les premiers, ou alors les éléments les plus importants, qui décident, qui vous disent si oui ou non vous devez déployer un laboratoire mobile. Premièrement, c'est l'augmentation du nombre de cas dans une région déterminée qui n'a pas rapporté des cas initialement. Deux, c'est l'absence d'une capacité de laboratoire dans la zone qui est affectée, qui est sinistrée, qui est frappée par l'épidémie. 3. C'est la possibilité que l'épidémie, que ce soit Ebola ou autre, puisse atteindre par exemple les grandes cités ou à partir desquelles il peut facilement se répandre, simplement parce qu'on a par exemple un aéroport, on a un port, on a un aéroport, on a une gare, etc. Ce sont des éléments qui peuvent influencer. Lorsque l'épidémie peut atteindre une ville densément peuplée, nous sommes dans le contexte africain, des grandes villes que vous connaissez, les capitales, les villes portuaires, les villes côtières, avec possibilité de pouvoir se diriger dans l'arrière-pays. Et donc, si ces villes sont menacées, on doit implémenter un laboratoire. La possibilité qu'une épidémie affecte des zones densément peuplées, oui, ou alors des zones qui sont soumises à une forte mobilité de la population. Par exemple, l'Est de la RDC est connu densément peuplé, mais ce n'est pas l'unique région. Toutes les régions côtières ou portuaires de l'Afrique, les régions des savanes, des plaines, souvent elles sont bondées de monde. Et dans ces régions, s'il y a un risque qu'une épidémie puisse se propager dans cette région, c'est de votre responsabilité de pouvoir dire que l'on doit déployer un laboratoire d'épidémie. La possibilité que la maladie puisse traverser les frontières, que ce soit les frontières internes, je parle de la division, de la subdivision administrative des pays, des régions, des contrées,
Alors, les frontières internes, une fois qu'elles sont menacées d'être traversées, par exemple, l'actuelle épidémie de la maladie au virus Ebola, Bundibugyo, qui a commencé dans la province de l'Ituri, qui a traversé les frontières internes pour aller au nord Kivu et au sud Kivu, ça nécessite, ça indique à ce qu'on puisse déployer un laboratoire. Mais également la possibilité de traverser les frontières internationales. L'épidémie a traversé l'Ouganda, on a eu des cas en Ouganda par exemple. Ça signifie qu'il y a lieu de déployer un laboratoire rapidement. Le risque que la maladie puisse se propager dans une zone insécure, en général une zone qui n'est pas contrôlée par des autorités formellement établies, cela peut causer des problèmes, notamment si l'épidémie se propage dans une région contrôlée par des groupes terroristes. Ça veut dire que ceux avec qui vous ne pouvez pas dialoguer, discuter directement, organiser une riposte efficace. Et dans ces cas, vous êtes obligé de déployer le laboratoire pour contrer l'avancée de cette épidémie vers ces régions. Mais aussi, lorsque vous déployez les laboratoires, vous devez être capable de penser en tant que coordonnateur que les sites où vous voulez mettre votre laboratoire, il est accessible pour les dépôts des échantillons, mais également pour l'organisation du transport des échantillons et pour l'approvisionnement. Vous connaissez, le laboratoire fonctionne avec des intrants, des équipements. Alors, on doit être capable de les amener, de les transporter vers là, et on doit être capable d'enlever les échantillons de ces laboratoires, par exemple vers un laboratoire central ou une biobanque. C'est très important. Mais à part ça, il y a des éléments additionnels à considérer lorsque vous voulez déployer un laboratoire de terrain. Vous devez considérer la proximité des centres de traitement. Et ici, pour la maladie à virus Ebola, les centres de traitement Ebola, vous ne pouvez pas avoir un laboratoire à 50, à 100, à 200 km d'un centre de traitement. Ça ne convient pas. Le laboratoire doit être le plus proche possible de l'épicentre de l'épidémie, on le verra plus tard. Mais ici, du centre de traitement, c'est important. Le laboratoire doit permettre un accès facile aux équipes de la surveillance, les équipes de l'engagement communautaire, les équipes des enterrements dignes et sécurisés. Tous ceux qui prélèvent les échantillons doivent accéder facilement au laboratoire. Le laboratoire, en général, nous conseillons, nous les experts, nous conseillons que ces laboratoires puissent être placés dans des établissements, dans les installations qui appartiennent à l'État, au gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est très facile que l'on puisse les réquisitionner pour les convertir, les transformer en centre de traitement en laboratoire. Si vous prenez les installations qui appartiennent à un privé et que cela représente un manque à gagner pour le privé, il peut à un moment se décider de reprendre son espace, ses installations, et cela peut perturber la riposte. Voilà pourquoi on préfère choisir des structures qui appartiennent à l'État. C'est plus important et c'est plus facile. On doit s'assurer qu'il y a la disponibilité des salles en matériaux durables, même si on peut construire en tente dans les conteneurs. Matériaux durables, c'est l'idéal, mais avec la possibilité de pouvoir redesigner, reformer, restructurer pour respecter les circuits de l'épidémie. D'accord? C'est très important. Ces salles doivent être aérées, ventilées. Ils doivent avoir des prises d'électricité, la lumière, les sockets, les lampes. Et ils doivent être capables, comme je l'ai dit, d'être modifiés pour leur donner le format qui est adapté aux experts du laboratoire. Ce n'est pas votre rôle, à vous le coordonnateur du laboratoire, de designer les circuits, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut une salle aérée, pourquoi est-ce qu'on veut une salle climatisée, pourquoi on veut le prise. Il ne faudrait pas que vous, le coordonnateur de la riposte, vous dites non, ils n'ont pas besoin de climatiseurs. Non, pourquoi les prises? Ça signifie que vous n'avez rien compris du laboratoire. Voilà pourquoi nous vous donnons ces cours pour enrichir votre bagage. On doit penser, avant d'installer un laboratoire, qu'on doit avoir un incinérateur dans la zone ou alors tout dans le parage, si pas dans la parcelle ou l'enceinte du laboratoire, parce que les déchets qui vont être produits sont très dangereux. Ils doivent être détruits et incinérés. Et on verra à la fin de ce cours la gestion des déchets. En plus de cela, en Afrique, et j'ai parlé de cet article parce qu'on a évoqué le contexte sécuritaire. Il y a des terroristes, il y a des personnes malveillantes, mal intentionnées. Parfois même la population, quand elle ne se comprend pas, elle peut se rebeller
et attaquer les infrastructures de la riposte. On a vu lors des épidémies de 2018 à 2020 dans l'est de la RDC, notamment à Beni, à Butembo, à Katwa, les équipes de la riposte, les installations, les infrastructures de la riposte être attaquées par la population, par les groupes armés. Et donc, on doit prendre des mesures de mitigation, des mesures de sécurité essentielles pour protéger le laboratoire. Pas surmilitariser, mais protéger assez pour dissuader les gens d'y aller parce qu'ils ne doivent pas aller toucher à Ebola. Une fois qu'il y a un patient Ebola, quelqu'un a touché les échantillons d'Ebola, vous n'allez pas les toucher, vous n'allez pas l'arrêter, sinon vous le tirez dessus. Vous voyez que c'est important. En dehors de ces aspects, il y a les points logistiques qu'il faut considérer. Vous devez considérer que quand on déploie un laboratoire, même si vous êtes épidémiologiste et vous n'avez pas fait le laboratoire, mais vous êtes coordonnateur, ça signifie que vous êtes responsable de cette riposte, vous devez savoir est-ce que votre laboratoire a la capacité de stockage, par exemple. Quelle est la capacité de stockage des échantillons? Quel est le nombre, le volume d'échantillons qui peuvent être stockés temporairement dans ces laboratoires? Est-ce qu'on peut évacuer ces échantillons vers un laboratoire, vers une biobanque? Ça, c'est une pensée qui doit vous habiter, surtout si vous êtes en zone insécure. Vous devez tenir en compte la difficulté ou la facilité de pouvoir organiser le transport des échantillons. Si ça requiert des véhicules, des convois, des trains, des avions, il faut louer, il faut affréter les vols. C'est très important. Vous devez savoir que le laboratoire utilise des équipements en général simples, mais qui sont sophistiqués, qui peuvent s'endommager, qui peuvent requérir la maintenance, qui peuvent s'abîmer et qui doivent soit être réparés, remplacés, ou on doit avoir des pièces de réchange, etc. Il faut tenir en compte ça. Il faut penser à l'énergie avant même de penser à un laboratoire, parce que tous les équipements ont besoin d'énergie, qu'ils soient solaires ou non solaires, il faut de l'énergie. Il faut penser aux solutions les plus faciles en Afrique, hein, les générateurs, ou parce que souvent l'électricité fait défaut, etc. Vous devez penser à cela et soutenir les équipes de laboratoire. Bien entendu, vous devez avoir des ressources financières pour prendre en charge les réactifs des laboratoires, les intrants, tous les consommables, et payer le personnel et assurer la logistique. Une riposte, ça coûte cher et ça se paye et ça se supporte. Il ne faut pas oser faire une riposte tant que vous n'avez pas assez de moyens. Dernier élément sur cette diapositive, vous devez considérer le personnel, les ressources humaines. Tout ceci va se passer si et seulement si vous avez les ressources humaines. Alors, vous devez construire les ressources humaines. C'est bien, les experts internationaux viennent, ils se déploient, les experts nationaux, mais notre philosophie, et c'est ça que moi je veux vous enseigner, c'est de pouvoir retenir, valoriser les équipes locales qui travaillent. Nous avons l'expérience, par exemple, des épidémies d'Ebola en RDC. Présentement, l'actuelle, c'est la 10e pour moi, donc j'en ai fait 10 quand même. Et donc, les ressources locales sont très importantes pour leur apprendre l'ensemble des travaux, des activités que l'on fait au laboratoire, les manipulations, les décontaminations, les inactivations, la biosécurité, etc. On les verra. Alors, sur cette diapositive, je l'ai dessinée en 2018 lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC. C'est un design d'un laboratoire avancé. C'est un laboratoire de terrain que j'ai dessiné et un laboratoire basique. Vous pouvez voir que la structure est différente. Vous avez une zone verte où vous allez commencer par vous habiller, compléter votre habillage, entrer dans une zone rouge et dans la zone rouge, il y a un flux de travail qui est indiqué par les différentes flèches. Il y a également une zone orange, etc. Loin de moi l'idée de faire de vous des virologues, mais de comprendre que le laboratoire a des limitations, il a des zones, des espaces qui n'ont pas le même risque ou le même degré d'exposition au virus ou aux pathogènes. Et donc, le manœuvrer à l'intérieur de ces laboratoires ou de ces espaces requiert une dextérité, une connaissance du risque auquel vous êtes exposé et le degré de protection variera. Dans une zone rouge, vous serez habillé en équipement de protection individuelle full par exemple. Dans une zone verte ou orange, ça peut être allégé, etc. C'est très important, c'est le message que je veux véhiculer. Et voici sur la diapositive qui suit les photos dans la vraie vie de ces images, de ces plans que j'ai dessinés avant pour concevoir. Et ceci, c'est un laboratoire qui a servi à l'épidémie à Beni. Et Beni, c'est là que je me trouve actuellement, dans le même laboratoire, mais qui a été modifié
pour être adapté au diagnostic des Bundibugyo. Mais voici ce à quoi il ressemblait en 2018-2019 lors de l'épidémie d'Ebola, la 10e de la RDC. Ça, c'est le laboratoire de Beni, représentant un setting, un design assez complexe et un design assez simple. À droite, les deux images de la droite représentent le laboratoire de Mangina, c'est au Nord Kivu, et à gauche, c'est le laboratoire de Biakato à Ituri. Alors, pour gérer le laboratoire, il faut aussi une organisation. L'organisation, elle varie, elle peut être différente. Lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, dans l'Est de la RDC, nous avions mis en place cet organigramme de gestion. Et c'était une gestion, ce qu'on dit en anglais, a tiered management, ça veut dire une gestion étagée, hiérarchisée de l'épidémie et qui a permis d'être plus efficace. On commence à la droite où vous avez les laboratoires de terrain que nous avions déployés, 13 au total, que votre serviteur avait l'honneur de diriger. Et donc ces laboratoires étaient répartis dans 3 provinces différentes qui sont réparties par les couleurs que vous voyez, Beni, Butembo, Goma, Mangina, Kato et Kasindi, c'est un exemple. Ceux qui sont en vert foncé, c'était la province de l'Ituri. Déjà à l'époque, l'Ituri avait 5 laboratoires et avait des cas d'Ebola, Zaïre. Et cette fois-ci, Bundibugyo, c'est l'épicentre est vraiment en Ituri. Donc, c'est une région à risque. Et puis, nous avions des laboratoires au sud Kivu. Tous ces laboratoires dépendaient directement de moi, personnellement, ici comme coordonnateur de ces laboratoires de terrain. Et j'étais assisté de 3 collègues, un chargé des opérations, un autre chargé de la logistique et un autre chargé des données. Et nous dépendions directement d'un chef d'unité qui était à Kinshasa, des fièvres hémorragiques, qui dépendait lui aussi d'un chef de département, le département de virologie. Et nous avions le directeur général de l'institution, ici c'est professeur Mouyembe, qui est toujours là. Ici c'était professeur Aouka, qui est toujours là. Ici c'est professeur Mbala, mais qui a un autre département actuellement. Et moi j'étais ici avec les autres collègues. Ça, c'est une façon décentralisée qui a fonctionné. Vous pouvez organiser les choses d'une autre manière, libre à vous. Je partage l'expérience et ce que nous avons fait. Alors, quel est le rôle d'un laboratoire pendant les épidémies? Je retiens 3 rôles. On peut en avoir plusieurs, mais j'ai essayé de les résumer, de les compacter en 3. Le premier rôle, c'est la surveillance et le diagnostic des épidémies. Donc, en pleine épidémie, par exemple là, nous avons une épidémie du virus Bundibugyo. Notre rôle, c'est de pouvoir, bien sûr, faire le diagnostic, aider la surveillance, faire le diagnostic. 2, on peut faire beaucoup de recherches, notamment la recherche translationnelle. Cette recherche qui vous permet de répondre aux questions principales, fondamentales qui se posent dans la population. Par exemple, si la population est protégée, si les tests sont efficaces, etc., on les verra. Et le rôle du laboratoire, c'est également de soutenir la formation ou alors le recyclage, le renforcement des capacités du personnel. Ça peut être personnel local, ça peut être personnel du niveau national qui viennent. Ne vous en faites pas, il y a des gens qui sont déployés du niveau national, mais ils viennent apprendre l'épidémie en étant déployés. Ça ne signifie pas, surtout pour nous, en Afrique, je suis africain pur et dur. Pour nous, les Africains, parfois on pense que quand les personnes sont déployées du niveau central, ils ont toute l'expertise. Mais non, parfois, il y a des gens du niveau central qui n'ont jamais géré une épidémie. En les déployant, ils vont apprendre comme les locaux. Mais il faut avoir cette humilité de dire que non, je ne connais pas, veuillez m'apprendre. Mais c'est ainsi que je parle du renforcement des capacités, c'est global, ça inclut tout le monde qui travaille dans le laboratoire, commençant par moi-même, qui vous fait cette présentation. Merci. Alors, le rôle du laboratoire dans la riposte, c'est aider la surveillance à faire le diagnostic biologique des maladies pour pouvoir organiser la riposte aux épidémies. Ça peut être aussi les maladies à potentiel épidémique. Je ne vais pas les citer, vous le connaissez. Le laboratoire, son rôle, c'est de se déployer à l'épicentre d'une épidémie. Comme là, il y a un épicentre à Beni, on s'est déployé à Beni. Il y avait des cas à Goma, on était à Goma. Il y avait des cas où il y a des cas, il y en a toujours. Il y a des cas à Ituri, à Bunia. Nous avons un laboratoire déployé à Bunia, à Mongwalu. Dans tous les épicentres, on déploie les laboratoires. Pourquoi? Parce que quand on déploie les laboratoires, on permet un transport rapide et un traitement rapide des échantillons. Quand on traite rapidement les échantillons, on rend les résultats très rapidement. Donc, réduction du temps de rendu des résultats. Une fois qu'on rend les résultats très rapidement, les décisions qui doivent être prises, par exemple, isoler, les confirmer,
libérer les suspects, vacciner les contacts et les contacts des contacts, administrer des thérapeutiques au cas confirmés, suivre les contacts des cas, prendre en charge les confirmés et les survivants. Toutes ces sont des décisions de santé publique. Décontaminer les ménages, ce sont des décisions de santé publique. Mais vous le prenez sur base de quoi? Vous le prenez sur base d'un diagnostic de laboratoire qui est soit positif pour avoir toutes ces actions ou négatif pour décharger les patients. Et vous le faites avec le laboratoire. Le laboratoire, c'est l'âme, c'est le cœur même de la riposte. Et bien sûr, tous les autres piliers vont s'appuyer sur les laboratoires pour pouvoir mener leurs actions. Moi, je ne suis pas dans la logique du, dire les laboratoires, c'est les piliers les plus importants. Oui, c'est vrai, c'est les plus importants, je suis d'accord, j'assume. Mais le laboratoire ne fera pas la surveillance, il ne va pas faire la prise en charge. Même s'il peut être associé, il ne fera pas la PCI, il ne fera pas l'engagement communautaire. Donc ici, il faut garder l'esprit de multidisciplinarité et non l'esprit de, comment on appelle ça en français, l'élitisme, hein, les élites, un groupe, un peu ça, quelque chose pour dire que voilà, nous ne sommes plus importants que les autres. Non, ici l'esprit, c'est de travailler de manière multidisciplinaire, chacun avec sa compétence, son expertise pour mettre fin à l'épidémie. Et j'ai mis en rose renforcer l'engagement communautaire. En général, lorsque les échantillons sont prélevés, manipulés sur place, même les concernés, la population s'est dit, ok, les échantillons sont traités sur place par une équipe, on connaît nos frères et nos sœurs qui y travaillent. Peut-être que ce n'est pas un complot, parce que souvent on pense toujours à un complot. Mais quand vous envoyez les échantillons loin, à distance, ça peut inciter. Non, on prend notre sang, on va le vendre à l'étranger et il y a toutes sortes de spéculations et surtout quand les réseaux sociaux sont tenus par les ignorants, pour ne pas dire les illettrés, les ignorants, les personnes qui ont étudié, mais parfois qui n'ont pas d'informations et qui ont envie de parler, la démangeaison comme on dit, de pouvoir écrire des choses qui sont agréables ou pour plaire au public ou pour nuire, et c'est important. Et donc le laboratoire, quand il est déployé en un endroit précis, il peut aider dans l'engagement communautaire. Alors, quand vous déployez le laboratoire à l'épicentre, ça signifie que vous transportez rapidement les échantillons, vous réduisez les temps de rendu, vous prenez les décisions rapidement et ça va vous aider. J'ai partagé ici quelques articles que notre équipe, dans lesquels nous sommes impliqués, des travaux par exemple lors d'épidémies d'Mpox à Kamituga pour les clades 1B. Très rapidement, nous avons décrit les profils épidémiologiques et cliniques par exemple des patients qui ont fait l'Mpox. Nous avons par exemple décrit la performance des tests des diagnostics rapides Ebola lors d'une épidémie. Nous avons étudié par exemple les caractéristiques biochimiques des patients atteints d'Ebola. Nous avons décrit des cas de méningites associés à Ebola sur cet article. Par exemple les atteintes fœtales et maternelles dans Ebola, etc. On peut également, grâce aux résultats du séquençage par exemple, déterminer le variant, la souche par exemple pour cette épidémie actuelle d'Ebola. Nous avons dit que c'est Bundibugyo parce que nous avons séquencé et trouvé que c'est Bundibugyo. Il y a 3 ans exactement, ou à peu près 2 ans et demi, des poussières, nous avons détecté pour la première fois le clade 1B dans la région de Kamituga. Et quand on les décrit, grâce au séquençage, nous avons décrit, nous, la RDC, notre équipe, l'INRB, qu'il s'agissait d'un nouveau clade, d'un nouveau variant. Et ça, vous devez avoir des outils. Et c'est dans le laboratoire que ça s'est fait. Dans le laboratoire, nos outils diagnostiques, par exemple, grâce au séquençage, nous avons démontré que les vaccins RVBO qui étaient utilisés qui est utilisé dans la riposte contre le virus Ebola souche Zaïre aurait une efficacité. Nous avons démontré in silico que cela aurait une efficacité sur les patients. Nous avons démontré par exemple que le MAP 114 et les ZMAP dans la thérapeutique auraient un effet, en fait, agiraient sur les patients atteints d'Ebola Zaïre à partir des études in silico, ça veut dire sur ordinateur, en analysant les séquences et les comportements du virus. Nous avons par exemple démontré que le GenExpert ferait le bon diagnostic d'Ebola Zaïre lors de cette épidémie-là. Pour l'épidémie actuelle, ce n'est pas le cas, nous avons autre chose. La recherche translationnelle, vous pouvez la faire pour, par exemple, les thérapeutiques. Dans cet article du New England Journal, nous avons fait les thérapeutiques pour Ebola. Nous avons conduit un essai clinique randomisé avec 4 molécules pour essayer sur les patients qui étaient atteints d'Ebola. Et nous avons à la fin retenu par exemple que 2 molécules, le MAB 114, Ebanga, la molécule congolaise, et le Régénéron, la molécule américaine, étaient associées à une faible mortalité dans les cas d'Ebola Zaïre. Et ce sont officiellement les 2 molécules qui sont retenues pour le traitement d'Ebola Zaïre.
pas Bundibugyo. Par exemple, nous avons démontré que le tecovirimat, d'accord, n'était pas efficace contre le Mpox clade 1B, etc. Ça, ce sont des études et on peut en faire plusieurs et plusieurs dans l'environnement, sur les réservoirs, par exemple les chauves-souris, les rongeurs, etc. On peut faire des validations techniques des outils diagnostiques, on peut faire des investigations des liens temporo-spatiaux, c'est très important. Et tout cela, c'est dans les laboratoires. Juste un exemple pour finir avec le rôle du laboratoire. En 2019, lors de la 10e épidémie d'Ebola dans l'Est de la RDC, il y a un pasteur qui est décédé, son identité de l'échantillon est celui-ci. Il était décédé à Butembo, où je me trouve présentement, en 2019, d'Ebola. Et comme il était d'une confession religieuse, une église, pour dire église de réveil, ils n'ont pas cru à ça et ils ont transporté le corps de Beni à Butembo, c'est à peu près 55 km, 60 km, pour l'enterrement. Ils ont refusé de respecter les protocoles d'enterrement dignes et sécurisés parce que pour eux, ce n'était pas Ebola. Nous l'avons fait un test parce que c'était obligatoire. Nous avons testé que c'était Ebola. Après cet enterrement qui a connu la participation des gens de 3 ou 4 provinces différentes, nous avons eu un total de plus de 320 personnes qui ont été infectées à partir de ce seul événement. Et quand on a commencé à remonter les cas, on s'est rendu compte que tous ceux qui avaient assisté à ces funérailles, parce que vous connaissez les funérailles africaines, on tombe sur le corps, on l'embrasse, on les bisoute, on les chouchoute, etc. C'est très bien, mais c'est très mauvais quand c'est Ebola parce que vous vous exposez au virus. Conséquence finale, on a eu 320 séquences. Ça, ce sont les séquences qu'on a pu avoir du virus Ebola chez des individus. Mais sûrement qu'il y en avait plus. Et la décision de santé publique qui a été prise était simple. On a décidé de faire une vaccination préventive de toutes les zones de santé d'où provenait n'importe quelle personne qui était présente à ces funérailles. Et ça inclut 3 ou 4 provinces différentes. 3 provinces différentes. On les a vaccinés. On a vacciné qui? Les membres du clergé. Tous ceux qui étaient dans l'église, bergers, pasteurs, apôtres, etc. Vous êtes du clergé, de la communauté de l'église, on vous vaccine. Et on a vacciné tous les contacts et tous les prestataires de première ligne. Et ça a permis de mitiguer, de réduire les risques de transmission d'épidémie. Voilà un cas d'école de ce que peut faire le laboratoire. Le laboratoire sert également à la formation au recyclage, à l'habilitation du personnel, notamment les personnels locaux, mais je dis aussi national et international. On a vu les internationaux venir apprendre comment manipuler Ebola sur terrain, ne vous en faites pas. Donc il n'y a pas que les personnels locaux, africains, mais tout le monde vient apprendre. C'est une épidémie et c'est pour tout le monde. Ça peut vous permettre de faire la remise à niveau. Vous pouvez faire des essais cliniques, des études écologiques, des enquêtes. Vous pouvez apprendre à gérer des données de la bonne manière, les transports des échantillons, la biosécurité, la biossûreté, comment est-ce qu'on met correctement les épis, les bonnes pratiques de laboratoire, les prélèvements, les manipulations, la gestion des données. Bref, en résumé, le laboratoire, pendant les épidémies, vous permet de renforcer vos capacités. Pourquoi? Parce que vous avez un transfert rapide des compétences et des outils. Et ça vous permet d'être autonome et ça va décentraliser le diagnostic. Alors, j'ai quand même mis 2 bénéfices de ce laboratoire. Le premier, c'est le laboratoire dont j'ai la charge, le P3 de Goma, acquis grâce à la Fondation Mérieux. Et vous êtes dans la salle à Aupensière. D'accord, et je suis très heureux que ce soit la Fondation Mérieux qui ait donné ce P3. Lors de l'épidémie de 2018 à 2020, la Fondation a envoyé ses laboratoires à Goma, qui est ensuite agrandi jusqu'à avoir la structuration que vous voyez actuellement. Et il a servi à plusieurs épidémies et il sert encore. Donc on peut avoir de nouvelles installations, d'accord, qui sont créées après les épidémies. Ça c'est le cas, c'est en RDC, à Goma. Mais on peut avoir aussi des vieilles installations qu'on rénove. Ça, c'est le laboratoire de Beni. Je vous l'ai présenté au tout début de ma présentation. Et ça, c'est sa configuration actuelle. C'est celui que vous voyez derrière moi dans la baie vitrée, où nous avons ces équipements de PCR standard et on fait le diagnostic d'Ebola Bundibugyo et ça se passe merveilleusement bien. On peut faire jusqu'à actuellement, on a fait jusqu'à 120, 150 échantillons par jour avec des équipes très engagées. Ça, c'est l'importance du laboratoire. Alors, nous allons au deuxième chapitre parler du dépistage et de la confirmation. Très rapidement, l'esprit n'est pas de faire de vous des experts des laboratoires, mais de comprendre les mécanismes qui président à la gestion des laboratoires. Surtout, nous sommes dans les épidémies et dans les urgences.
Il y a deux types de diagnostics au laboratoire. Le diagnostic direct dans lequel vous détectez le microbe ou alors l'une des parties et ses composantes du microbe. Ça peut être la microscopie. Quand vous regardez au microscope un parasite, une bactérie, c'est un diagnostic direct. Ça peut être la culture, quand vous faites la culture ordinaire ou la culture cellulaire du virus, la PCR, les techniques telles que œufs embryonnés, les animaux de laboratoire, le séquençage et même la microscopie et la cristallographie. Ce sont les techniques de diagnostic direct parce que vous détectez le virus ou le pathogène, la bactérie, etc. Mais ça peut être aussi des tests rapides. Les tests rapides antigéniques pendant le Covid, vous en avez vu assez, n'est-ce pas? Et c'est du test rapide. Les ELISA directs, l'immunofluorescence, il y en a d'autres. Le diagnostic indirect, quant à lui, il ne détecte pas le pathogène, mais il détecte les traces, les cicatrices, les souvenirs, les éléments indirects qui témoignent de la présence ou du passage du pathogène dans votre organisme. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez voir en microscopie à fluorescence, par exemple, les anticorps dirigés contre un antigène. Les anticorps, c'est votre organisme qui les produit, c'est un diagnostic indirect. Un ELISA indirect, ou un ELISA qui détecte les anticorps, c'est un diagnostic indirect. Vous pouvez voir dans les cas d'Ebola, par exemple, l'atteinte des fonctions rénales, hépatiques et pancréatiques. Ce sont les fonctions rénales, c'est la fonction rénale, hépatique ou pancréatique, votre organisme qui est perturbé suite à l'action des virus avec libération de certaines substances biologiques qui sont détectées en grande quantité dans vos humeurs biologiques, notamment dans les sangs. Et quand ils sont détectés, vous pouvez dire que réellement il y a eu présence du virus. Mais c'est une présence que vous jugez de manière indirecte suite à l'action agressive d'un pathogène, également des cytokines. Alors, dans les diagnostics cellulaires, la culture cellulaire, je ne vous enseigne pas la culture cellulaire. J'ai tout un cours de culture cellulaire qui est en ligne sur ma chaîne, vous pouvez le voir. Mais ici, c'est simplement pour vous dire que dans la culture cellulaire, on utilise ce qu'on appelle les lignées cellulaires continues, avec des nombres ce qu'on appelle de passages qui sont illimités. Donc, les passages, ce sont les mitoses. Alors, dans les lignées cellulaires continues, on prend les cellules animales. D'accord, elles peuvent être humaines ou animales de manière générale, et on les purifie au laboratoire, d'accord, et soit on les immortalise, on leur donne un pouvoir de mitose illimité, un pouvoir mitotique illimité, grâce soit à un agent chimique, ou soit à un virus. Vous connaissez qu'il y a des virus oncogènes qui sont capables de provoquer des cancers, ou alors des substances chimiques. Et ces cellules vont se reproduire indéfiniment, et ce sont ces cellules qu'on va utiliser au laboratoire pour inoculer les échantillons qui contiennent un virus et suivre le développement du virus. Le virus va se comporter comme s'il était dans un organisme parce qu'il a des cellules normales. Le virus se réplique à l'intérieur des cellules et il va détruire les cellules. On va étudier par exemple l'effet cytopathogène de ces cellules. C'est important. D'une de ces cellules, par exemple, ce sont les cellules Véro, E6, qui sont utilisées par exemple dans le diagnostic d'Ebola. Je n'ai pas mis ici, mais j'ai mis les BCRJ 0245 qui sont par exemple utilisés dans les Mpox. C'est très important. Les lignées cellulaires, d'accord, peuvent provenir des cellules cancéreuses. Chez l'homme ou chez l'animal qui fait un cancer, on prend ces cellules, on les purifie, on a les lignées cellulaires continues. Mais on peut aussi prendre des cellules normales qu'on soumet à une culture primaire, ensuite à une subculture, puis on les immortalise avec ce que j'ai dit, un agent chimique ou un virus pour avoir les lignées cellulaires indéfinies ou alors continues sur lesquelles on peut cultiver les virus. D'autres techniques existent, par exemple l'œuf embryonné, c'est un œuf qui est fécondé dans lequel on peut inoculer les échantillons et étudier les comportements des virus. L'œuf embryonné, on va voir anatomiquement à plusieurs éléments anatomiques, par exemple la membrane chorioallantoïque, où on peut inoculer et étudier les virus tels que les herpès, les poxvirus ou les roussarcomas. Il y a la cavité amniotique de l'œuf ici, sur cette image, dans lesquelles on peut par exemple étudier les virus de la grippe et des oreillons. Nous avons le jaune d'œuf où on peut étudier les herpès. La cavité allantoïque, on peut étudier évidemment les virus de la grippe, les oreillons, les Newcastle virus, etc. Ça signifie que vous devez maîtriser ces techniques, savoir comment est-ce qu'on inocule un œuf embryonné et comment est-ce qu'on va étudier les effets cytopathogènes. Ça, c'est important. La microscopie, il y a plusieurs types de microscopie. La microscopie optique dans tous les laboratoires. En Afrique, voilà, il y en a. Chez nous en Afrique, on en a dans toutes les régions. On peut voir les œufs des parasites, on peut voir les bactéries, on peut avoir souvent c'est les bactéries, les champignons, les levures.
C'est un diagnostic direct, c'est bon. On peut utiliser la microscopie électronique, le microscope confocal, le microscope à cryo-électron, avec ces images belles et sophistiquées que vous voyez, mais ce n'est pas ça que je vais vous enseigner. C'est pour vous donner une idée. On peut faire la culture en bactériologie, tout comme on peut faire la coloration. Déjà, la coloration des grammes vous permet de voir plusieurs bactéries, les streptocoques, les staphylocoques, les bâtonnets gram positifs, les bâtonnets gram négatifs. Vous pouvez faire aussi la coloration des îles pour les mycobactéries. Vous pouvez les voir, les mycobactéries tuberculosis, les autres mycobactéries, vous pouvez les voir. Et vous pouvez les cultiver pour ceux qui sont cultivables, parce que toutes les bactéries ne sont pas cultivables, vous le savez, pour ceux qui font la bactériologie ou la microbiologie. Vous pouvez isoler, identifier et faire les tests de sensibilité. C'est bien, c'est une technique. La biologie moléculaire, elle est à la mode parce que pour Ebola, on l'a fait, naturellement, on l'a fait. On fait d'abord l'extraction des acides nucléiques, ça peut être l'ADN, et pour Ebola, ça sera l'ARN. On fait une lyse. Une lyse, ça signifie que vous utilisez ce qu'on appelle les agents chaotropiques, les agents capables de pouvoir provoquer une disruption, une destruction des membranes cellulaires hôtes, d'accord, de sorte que l'ARN de l'hôte, y compris celui du virus, l'ADN de l'hôte et des virus puissent être libérés. C'est une rupture mécanique des membranes grâce à des enzymes et des détergents qui libèrent ces substances-là dans le milieu. C'est ça qu'on appelle la lyse. Ensuite, vous allez vous arranger pour inclure d'autres éléments chimiques qui vont vous permettre de faire la précipitation, séparer l'ADN ou l'ARN libéré des débris cellulaires. Et bien sûr, vous y ajoutez l'alcool et d'autres éléments qui vont précipiter les acides nucléiques, d'accord, dans la solution aqueuse et les coller contre une membrane de silice, une colonne de silice. À la fin, vous allez purifier, d'accord, et éliminer tous les débris cellulaires et ne rester qu'avec votre acide nucléique qui peut être l'ARN ou l'ADN que vous allez amplifier. Maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle la PCR, la Polymerase Chain Reaction, la réaction en chaîne polymérisée. Le processus de biologie moléculaire, ici, je vais le résumer, 2 étapes. L'extraction, avec tout ce que je vous ai décrit ici, ou que j'ai synthétisé, et ensuite les 3 étapes de l'amplification, qui est la dénaturation, l'hybridation, l'élongation. Ce n'est pas un cours de biomol. Ceux qui veulent mon cours de biomol, sur ma chaîne, il est décrit en détail. Et pour la RT-PCR, parce qu'on est en épidémie d'Ebola, par exemple pour Ebola Bundibugyo ou Ebola Zaïre, à part l'extraction, vous allez, parce qu'il s'agira d'un virus, il s'agit d'un virus à ARN, l'ARN doit être rétro-transcrit en ADN, et cet ADN qu'on appellera l'ADN complémentaire, qui va maintenant subir la dénaturation, hybridation, élongation, on va le voir autant de fois, c'est simplement ça, la PCR. Je sais qu'avec Covid, même les politiciens, tout le monde parle maintenant des PCR. Quand vous lui demandez, docteur, vous avez la malaria, docteur, est-ce que vous avez fait la PCR? Vous lui dites, non, on ne fait pas de PCR, pour ça, ce n'est pas nécessaire. Une goutte épaisse peut suffire. Non, moi, j'ai vu la PCR à l'époque de Covid, vous savez, docteur, c'est bien. Le politicien a appris, ce n'est pas mauvais, mais la PCR, elle a ses indications. Voilà, d'accord. Il y a plusieurs types de PCR, Polymerase Chain Reaction. Je les ai mis ici, PCR colonie, la PCR nichée, la PCR multiplex, la PCR hot start, la PCR longue, la PCR à transcriptase reverse, la PCR en temps réel, la PCR conventionnelle, la PCR allélique spécifique. Il y en a plusieurs. Quand un politicien dit PCR, il doit savoir que c'est tout ça. Ou bien quand vous dites PCR, vous devez savoir c'est tout ça. Mais ceux qui font la biologie moléculaire ou les laboratoires peuvent avoir les détails. Je voulais finir cette diapositive des PCR avec un élément clé. Là aussi, merci Covid, tout le monde. Docteur, j'ai la Covid, mes CT sont à combien? Ça, c'est un politicien qui me demande. J'ai dit, excellence, comme on les appelle toujours excellence en Afrique, vous le savez très bien. J'ai dit, excellence, vous avez des CT très bas. Ça signifie que je ne suis pas malade. Je lui ai dit, ça signifie que vous êtes très malade. Oh, mais vous ne m'avez pas expliqué comme ça. J'ai dit oui, bien sûr, on vous avait mal expliqué. Je vous explique correctement. La valeur CT dans la PCR standard, dans la PCR à temps réel, en fait, c'est le nombre de cycles de réplication nécessaires pour que la cible moléculaire soit détectée pour la première fois. C'est une bonne définition. Vous la retenez si vous voulez. C'est aussi le nombre de cycles de réplication nécessaires pour produire un signal fluorescent qui va être détecté par l'appareil. Ça aussi, c'est bon. Ou c'est le nombre d'implications nécessaires pour détecter la cible moléculaire au-dessus de ce qu'on appelle la valeur, le bruit de fond. Les valeurs CT, c'est ce qu'on appelle en français, le CT c'est une abréviation Cycle Threshold, ça signifie valeur seuil. Et c'est ça
comme définition. Alors, en fait, le CD, c'est un proxy de la charge virale. D'accord? C'est un témoin, d'accord, d'une manière presque indirecte de la charge virale. Alors, les variations des CT ou l'interprétation des valeurs CT, c'est qui sont inversement proportionnelles à la quantité d'antigènes détectés. Quand les charges virales, les valeurs CT sont élevées, ça signifie que la charge microbienne est faible. Et quand les valeurs CT sont faibles, ça signifie que la charge microbienne est élevée. Ça, les politiciens n'avaient pas bien compris. Voilà pourquoi ils m'avaient posé la question. Je l'ai dit ici pour vous, pour mémoire. Alors, le séquençage, il fait partie du diagnostic direct, bien sûr. Il y a ceux qui sont du laboratoire, ils connaissent la technologie de Oxford Nanopore avec des séquenceurs portables, les MinION, MiQuenB, comme celui-ci, MiQuenC, actuellement il y a MiQuenD, MiQuenC, MiQuenD, les GridION X5, etc. Il y en a plusieurs. C'est un séquenceur de troisième génération qui séquence les molécules directement et qui est souvent portable, hein, et qui peut faire des longues lectures, et il a une très bonne précision, et il peut vous produire des données en temps réel qui peuvent être utilisées instantanément. Il y a aussi le séquenceur classique, hein, avec les séquenceurs Illumina, d'accord. C'est un séquenceur de deuxième génération, d'accord, et quoi qu'il existe des versions portables, il vous fait des reads très importants, des séquences, des paires de bases, et il est très précis et il vous rend aussi les résultats dans un délai assez rapide, hein. La plupart des laboratoires utilisent les deux techniques, et ça donne beaucoup d'informations. Alors, il y a les techniques immunoenzymatiques et l'immunochromatographie. Les techniques immunoenzymatiques, c'est par exemple ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Ce sont des tests immunologiques. On peut avoir un ELISA direct, celui dans lequel l'antigène, ici en bleu, se fixe directement sur cet anticorps, d'accord, et c'est un seul anticorps qui est utilisé avec un substrat. C'est un anticorps conjugué. Il est très intéressant, mais il a une faible sensibilité parce que les liaisons sont non spécifiques. On peut avoir un ELISA indirect. Dans l'ELISA indirect, vous avez un premier anticorps qui se fixe sur l'antigène et un deuxième anticorps qu'on appelle un anticorps secondaire qui vient se fixer sur le premier anticorps. Et donc, c'est un anti-anticorps, et ce deuxième anticorps, c'est souvent un conjugué. D'accord? Conjugué, ça signifie anticorps lié à une substance fluorescente ou à une enzyme. Il est très sensible, cet ELISA, mais on a des risques de réactions croisées. On peut avoir également une ELISA en sandwich, où vous avez un anticorps de capture qui capture l'antigène, un deuxième anticorps qui fixe cet antigène pour former les complexes anticorps, auquel s'ajoutera un troisième anticorps qui est le conjugué. C'est un ELISA très sensible et très spécifique, mais parfois il peut vous prendre beaucoup de temps. Et dans l'ELISA par compétition, vous avez le principe des compétitions entre les antigènes de capture et les antigènes de l'échantillon. Les antigènes qui sont en petit nombre, ce sont ceux-là qui vont émettre des signaux, etc. Les tests et diagnostics rapides, je les ai mis pour mémoire, mais bon, vous connaissez le principe. Vous chargez l'échantillon sur une cassette, vous mettez un tampon de dilution, vous incubez pendant 10, 15, 20 minutes ou 30, ça dépend. Il y a des tests de 30 minutes, par exemple au Raquick Ebola. Et ensuite, les échantillons vont se mélanger. S'ils ont par exemple des antigènes, ils vont se fixer à des anticorps précis qui sont liés à des substances révélateurs, par exemple les microparticules d'or colloïdal, et ils vont se fixer sur la zone des tests et émettre un signal qui va être lu comme étant dans la zone test, ou alors dans la zone du diagnostic, dans la fenêtre du diagnostic. Et vous avez un test positif avec 2 bandes, un test négatif avec une bande. Et quand le contrôle n'a pas donné, évidemment, c'est un test qui est invalide. Je ne vais pas entrer dans la technique, je vous montre juste pour que vous sachiez. Ils ont leur sensibilité qui peut être importante, mais parfois leur spécificité n'est pas le cas. Et donc, ils ne peuvent pas être utilisés pour toutes les maladies. Et vous, en tant que coordonnateur, vous devez le savoir. Surtout en épidémie, il ne faudrait pas que les commerçants viennent vous embrouiller avec ça. Ils vont vous dire sensibilité 99%, spécificité 100%, et ils racontent toujours ça. Mais quand vous arrivez en pratique, ce n'est pas le cas. Et vous avez failli manquer de détecter un cas confirmé, c'est là que vous créez des problèmes. Alors, les instruments point of care. Qu'est-ce que c'est un point of care? C'est un instrument qui
En réalité, dans la définition, 6 points à considérer. C'est un test de diagnostic de laboratoire. 1, 2, qui est utilisé à proximité du patient ou au chevet du patient. 3, qui permet d'avoir le résultat dans un temps très bref. 4, qui requiert très peu de manipulations. 5, dont l'interprétation est facile ou facilitée et aisée. 6, et qui permet une prise de décision rapide et efficace. C'est ça, un outil, un instrument point of care. On les a pour les maladies infectieuses, mais aussi pour les maladies non infectieuses. Par exemple, votre bandelette pour la glycémie, c'est un point of care. Votre test de recherche de sang occulte dans les selles, le test de coagulation, le test de grossesse, mesdames, c'est des point of care. D'accord? C'est important. Alors, quel est le rapport ici? Pourquoi je les mentionne? Dans les épidémies, il y a des point of care, on va les voir, de plusieurs types qui peuvent être utilisés, mais aussi au laboratoire. Voici les circuits des laboratoires classiques. Quand un patient arrive au laboratoire, il est transporté au triage, on collecte l'échantillon, on doit le manipuler, le traiter, l'analyser, compiler les résultats, envoyer à la personne qui va valider, lire, l'expert qui va regarder, ça c'est pas vrai, ça c'est pas faux, et finalement prendre une décision, si le malade est admis, s'il est un cas confirmé ou pas, ou s'il a une telle maladie ou pas, ou s'il ne l'est pas du tout, on les libère. Mais avec le point of care, regardez le raccourcissement, regardez le temps qu'on sauve. Simplement parce que vous prélevez l'échantillon, vous le chargez directement sur la machine ou sur la cassette. Il vous analyse les résultats dans un temps très bref et vous avez le résultat et vous avez la décision de renvoyer les patients, de l'interner, etc. Ce qui change toute la façon de faire désormais les diagnostics de la maladie. C'est très important. Et donc, il y a des outils point of care, par exemple les tests rapides, que ce soit pour Mpox, Ebola et autres. J'ai mis ici pour Mpox, c'était à l'époque, mais Ebola, il y en a plein. Il y a des outils point of care moléculaires, le BioFire, qu'on utilise bien à l'INRB Goma, par exemple. Et c'est un don de la Fondation Mérieux, les Gel Experts, les M10. Actuellement, il y a le Ready One qui est utilisé beaucoup pour Bundibugyo aux côtés d'autres. Ce sont des outils point of care qui peuvent être moléculaires. Mais on peut avoir des outils point of care, des biochimies, des hématologies, par exemple le Piccolo, le Hémochrone pour les tests de coagulation. Ça peut être des tests d'hématologie, mais des point of care, par exemple le Sysmex, les Pixel, par exemple le iStat pour la gazométrie sanguine. Vous voyez, il y en a plusieurs. Quel est l'élément que j'aimerais que vous reteniez de tout ceci? 1. Ils sont faciles à utiliser. 2. Ils réduisent le temps de formation du personnel. Vous pouvez rapidement former le personnel pendant une épidémie. Ils peuvent utiliser ça très rapidement et de manière efficace. 3. Ils réduisent les risques de contamination parce que c'est souvent des circuits fermés où on fait très peu de manipulation. 4. Naturellement, ils seront rapides. 5. Ils minimisent les risques de biosécurité. 6. Ils sont faciles à déployer. Et parfois, ou la plupart des cas, ils ont des contrôles internes, ce qui fait que ça vous permet de valider sans trop chercher la grosse expertise. Mais ils ont des limitations, on ne va pas en parler ici. Contrairement, par exemple, au diagnostic standard, et puis leurs cartouches parfois sont transportables à température ambiante. Ils n'ont pas besoin donc de congélateurs ou alors de freezer. Et voilà, vous pouvez vérifier des tests et c'est très efficace. Ici, j'ai mis la photo d'un Gene Expert qu'on est en train de charger. Alors, qu'est-ce que ceci a apporté à la gestion des épidémies? Ceci fait en sorte que dans les anciennes épidémies, les épidémies à l'ancien mode, vous avez les laboratoires qui ressemblaient à peu près à ça, une boîte à gants pour inactiver l'échantillon, un thermocycleur, c'est tout. Vous faites votre diagnostic et dès que vous rendez le résultat, ça permet d'isoler les patients, de suivre les contacts, confirmer les cas jusqu'à la décharge. Mais les capacités opérationnelles étaient très faibles pour ces laboratoires d'épidémie parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'équipement. Par conséquent, à la fin de l'épidémie, on devait démanteler le laboratoire. Et il n'y avait plus d'activité post-épidémique parce que le laboratoire n'existait pas naturellement. Et à chaque épidémie, on devrait redéployer le laboratoire. Mais quand on voit ma diapositive d'avant, j'ai résumé, avec les point of care, l'épidémie a changé de format. On peut faire la biochimie des patients pendant qu'on leur administre des molécules spécifiques anti-Ebola par exemple, anti-Mpox. On peut étudier les vaccins, on peut faire la biochimie, l'hématologie. On a amélioré les soins des patients, on peut faire du séquençage, on peut faire de la bonne biologie moléculaire et ceci change la façon de mettre en place ces épidémies. Par conséquent,
À la fin des épidémies, par exemple, ces laboratoires peuvent ou ne pas être démantelés. Ils peuvent rester, soutenir les autres actions de santé publique, réutiliser pour d'autres épidémies, bien sûr, pourvu qu'on les réapprovisionne, etc. Ça fait partie de notre présentation. Alors, pour aller vers la fin de ma présentation, il y a le prélèvement et la gestion des échantillons. Souvent, c'est très important, les gens qui font l'épidémiologie, parfois ils ne savent même pas quel échantillon il faut prélever. Et quand on n'est pas assez humble, on va jusqu'à penser que quand on est épidémiologiste, on est coordonnateur de la riposte et qu'on connaît tout, on peut imposer tout. Non, c'est très important d'être humble et de demander aux experts. Et ici, dans ce cours, c'est important de vous montrer quel type d'échantillon on prélève, dans quelles conditions. De nature ou de principe, le prélèvement des échantillons, c'est l'étape cruciale. Bien sûr, vous devez respecter la qualité. Il y a plusieurs types d'échantillons. Pour les grandes urgences, ici je suis dans les virus, notamment Ebola, vous devez respecter les timings. Vous devez connaître la cinétique de la maladie. Il y a une maladie qui a une période d'incubation de 10 jours, de 2 jours, de 21 jours, de 6 mois, de 3 mois, par exemple les hépatites B et C, ça peut être long, 30 à 120 jours. Ebola, maximum 2 à 10 jours, maximum 12 jours, même si en théorie on va vous dire 21 jours. Voilà, c'est pour nous faire plaisir, mais ce n'est pas ça, c'est moins. Vous devez connaître la période d'incubation. Ensuite, le timing du prélèvement, parce que le prélèvement doit être approprié. Et le prélèvement est approprié lorsqu'il s'est fait au site où la concentration ou l'excrétion du pathogène ou du microbe est en concentration maximale. Par exemple, un pathogène qui s'élimine fortement par les urines, vous allez prélever les urines comme échantillon analysé. Ce n'est pas systématiquement chez tout le monde qu'on prélève le sang. On a vu dans Mpox, les anciens coordonnateurs d'Ebola, pour tout, ils vous disent prélever le sang, mais ça n'avait que très peu d'utilité. Mais quand on n'est pas assez humble, on ne va pas demander. C'est très important. Il y a des échantillons qui peuvent recueillir un milieu de prélèvement parce que les virus peuvent s'altérer, ou notamment les virus ARN, il faut les protéger. Les virus, en général, ils requièrent une chaîne de froid parce qu'ils sont fragiles, notamment les virus ARN, ceux qui causent beaucoup d'épidémies. Et le comportement du pathogène doit guider votre prélèvement. J'ai juste mis 4 cas de figure différents pour vous montrer que les échantillons peuvent varier et les prélèvements peuvent varier. Alors, vous allez suivre ça attentivement avec moi. Premier cas de figure, Ebola. Voici la cinétique d'Ebola en filigrane, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la cinétique des antigènes en rouge chez une personne qui va vivre. Et en pointillé, où on aura une virémie très élevée, la personne mourra. Et ensuite, on a en vert la réponse immunitaire cellulaire et puis la réponse immunitaire humorale. Et donc, chez les décès Ebola, c'est simple. Le virus a tendance à migrer en périphérie. On va faire un prélèvement des sécrétions orales, d'accord, dans les sillons gingivales par exemple, comme j'ai illustré sur cette image. C'est assez pratique. Donc, vous allez utiliser un écouvillon chez les décès que vous allez mettre dans un milieu de transport. C'est bon, ça suffit. Si vous êtes assez courageux et que vous avez assez de matériel, vous pouvez tenter la ponction cardiaque. Je ne vous la recommande pas, s'il vous plaît. Mais ça peut arriver s'il venait décéder dans les heures qui suivent. Vous pouvez faire une ponction cardiaque. Il faut être courageux. Et après, je suppose que ce n'est pas un membre de votre propre famille sur qui vous devrez faire ça. Imaginez-vous la charge morale. Alors, chez les vivants, selon la cinétique de la maladie, les virus, l'incubation, la virémie commence à augmenter. Dans les 48 premières heures, vous pouvez avoir un test PCR négatif dans le sang. Pas parce que le virus n'est pas là, mais parce que la virémie n'a pas encore augmenté. Alors, il ne faut pas être un coordonnateur arrogant ou un épidémiologiste arrogant. Il n'y a rien, je vous avais dit, c'est rien. Mais oui, c'est rien. Attendez 3 jours, refaites la même PCR, il est super positif. On peut prélever le sang. Dans le tube, j'ai mis les différents types de tubes selon les spécificités des analyses. Classiquement, les tubes EDTA à bouchon mauve suffisent pour la plupart des plateformes. D'autres, parfois, les tubes à bouchon rouge, qu'on appelle les tubes secs. Mais dans les GenExpert, ça ne marchera pas. Les tubes à bouchon vert, qui sont les tubes héparinés, peuvent aider pour certaines biochimies, tout comme les tubes secs ici. Mais parfois, pour les facteurs de coagulation, on a les tubes à bouchon bleu. Mais en général, pour les diagnostics, le tube à bouchon mauve devrait suffire. Quand on va vous dire coordonnateur, on voulait un tube à bouchon mauve. Pourquoi mauve? Rouge, ce n'est pas bouchon? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi vous avez préféré le mauve? Ça a une particularité. Ils vont vous dire que non,
Pour l'outil diagnostic que nous utilisons, les DTA est le meilleur parce que ça va nous donner des résultats bien. L'héparine, par exemple, le tube avec bouchon vert, ça inhibe la PCR. Alors vous, dans votre cœur, vous allez dire « Ah, je ne savais pas » humblement. Et c'est comme ça que je vous donne ces cours. Mpox. Dans le Mpox, vous avez le virus dans les sangs, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plus dans les lésions. Et donc, l'échantillon approprié, ce sont les lésions cutanées. Le sang n'a que très peu de valeur. Et vous allez prélever les lésions. Et il faut savoir que ce n'est pas toutes les lésions qu'on prélève. Ce n'est pas à tout le stade que les lésions sont prélevables. Je vous ai mis en bas ici les différentes évolutions des lésions. Ça commence par la phase des macules où vous ne voyez presque rien. Les papules, c'est un peu des petits boutons que vous avez sur votre visage en général qui tarissent très vite. Les vésicules, c'est une élévation, une élevure cutanée dans laquelle il y a un peu de liquide clair. Et c'est à partir de ce moment seulement, voilà pourquoi j'ai mis en rouge, que vous pouvez prélever. Et dans la pustule, c'est une grosse vésicule, une grosse éruption avec du pus à l'intérieur. Et puis les lésions du Mpox deviennent ombilicales, deviennent très larges. Là, vous pouvez prélever et vous avez des croûtes. Les croûtes sont très infectieuses pour les Mpox, vous pouvez prélever. Et après, il y a des squamations, il n'y a plus du tout des virus. Et donc, si en tant qu'épidémiologiste, vous ne connaissez pas ça, pourquoi vous n'avez pas prélevé le sang? Mais prenez même le sang. Non, le sang apportera très peu d'informations. C'est mieux de le savoir. Ça, c'est la technique des prélèvements. Je ne mets pas. Troisième cas de figure, la fièvre jaune. Je sauterai le Covid. Dans la fièvre jaune, l'incubation elle est très courte, hein, comme pour la plupart des arbovirus, 3 à 7 jours. Et la virémie, ici, elle est très courte. Elle est disponible seulement entre 3 et 6 jours. Mais souvenez-vous, en Afrique, quand vous tombez malade, vous faites la malaria, ou vous avez les maux de tête, la fièvre, les douleurs articulaires, personne ne va laisser faire prélever contre la fièvre jaune, y compris moi-même. Je commence par prendre du paracétamol, de l'aspirine, je me donne un antimalarien, ça fait 3-4 jours. Quand ça dégénère, je vais à l'hôpital. Le temps que vous alliez à l'hôpital, le diagnostic direct, vous allez les rater parce que la virémie, elle est très fugace, elle est très brève dans le sang. C'est pendant cette période où vous pouvez prélever, mais en général, c'est rare. Ce qui fait que le diagnostic de la fièvre jaune reposera sur un échantillon de sang, mais on recherchera plus les immunoglobulines M, les IgM, parce que c'est ça qu'on a la chance d'avoir, et un peu plus tard les IgG. Alors, il ne faut pas venir dire « Pourquoi tu n'as pas fait des PCR ?» On n'a pas fait des PCR parce que la virémie, elle est fugace. C'est ça la réponse, messieurs l'épidémiologiste. Et donc, le diagnostic direct, vous ne pouvez le faire que dans les 3 à 7 jours. Par RT-PCR, et bien sûr, ou alors la culture cellulaire, si vous avez de la chance et des moyens, et l'infrastructure qu'il faut. La sérologie, c'est ça que vous ferez le plus, hein, pour rechercher les anticorps type IgM ou IgG, avec les différents outils, que ce soit ELISA, Luminex et autres. Et pour d'autres, un peu plus tard, lorsqu'on arrive par exemple dans la phase terminale, la phase la plus avancée des fièvres jaunes, où vous avez les symptômes, une atteinte hépatique grave et autres, vous pouvez faire maintenant l'anatomopathologie, où vous aurez par exemple une nécrose médiolobulaire, la stéatose, des vésicules d'inclusion, etc. Vous voyez que ce n'est pas très facile et ce n'est pas tout prélèvement qui doit être fait à tout moment. Je saute cette dia de Covid parce que je l'ai présenté dans les autres. Alors, gestion des échantillons. Et on va finir par la gestion des déchets. Je sais que j'ai débordé largement dans le temps. Sakurako, mes excuses, mais c'était important. Et puis, je ne suis pas en direct. Hein. Voilà, je ne suis pas dans la salle. Le feeling est très différent ici. Je suis devant mon ordinateur et dans un laboratoire Ebola en plus. Donc, comprenez mes émotions. Alors, les échantillons, il y en a de plusieurs types. Selon l'épidémie que vous gérez, coordonnateur, vous devez savoir quelle épidémie vous gérez et quel type d'échantillon vous voulez. Les échantillons proviennent des centres de traitement, de la surveillance à base communautaire, des enterrements dignes et sécurisés, des survivants, etc. Et les échantillons sont pour plusieurs, they are for many purposes. Ils sont pour plusieurs utilités, excusez-moi. Ils peuvent être pour le diagnostic, pour le suivi biologique, pour le suivi virologique, pour le séquençage, pour la prise en charge, etc. Et on a plusieurs types d'échantillons. Selon que ça peut être le sang, les sécrétions oropharyngées, les lésions, on a vu avec l'Mpox cutané, les croûtes, le sperme, dans les cas par exemple de persistance du virus Ebola, les liquides cérébrospinal si c'est une méningite, les laits maternels parfois dans Ebola ou dans d'autres maladies. Et donc, lorsque vous faites le diagnostic de ces échantillons au laboratoire, ça dépend, ce n'est pas tous les pathogènes qu'on inactive. Par exemple, dans les gènes experts du Mpox,
Bon, voilà, on travaille directement comme cela. Ebola, c'est très dangereux, vous devez inactiver. Selon que vous allez faire l'hématologie ou la biochimie, vous devez respecter votre zone de manipulation. Souvenez-vous, les plans que je vous ai fait en début d'épidémie, zone rouge, zone orange, etc. Les échantillons qui restent d'une épidémie, si vous avez la capacité, c'est ça qui est recommandé pour nous. Par exemple, pour Ebola, vous n'allez pas les jeter. Vous allez les alicoter dans des petits, vous allez les distribuer dans des petits volumes et vous allez les conserver à la température et à l'endroit recommandé parce que c'est précieux et c'est sacré. Et vous allez partager les résultats avec les circuits appropriés. Ça, c'est très important. J'ai essayé de schématiser la conservation. Voici votre échantillon de sang ou alors du milieu du transport si c'est Covid. Une fois que vous les avez alicotés, voici les tubes, les échantillons primaires. Vous allez les distribuer dans des petits tubes qu'on appelle les cryotubes, les tubes que vous allez mettre au froid dans un congélateur, moins 20 ou moins 80. Ça, ce sont mes propres images et vous allez conserver dans le laboratoire. Ça signifie que le coordonnateur ou l'épidémiologiste est au courant qu'il y a une chaîne de froid qui fonctionne 24 heures sur 24. Pas dire non, vous les labos, je vous ai donné carburant hier. Aujourd'hui, je ne donne pas. Tant mieux, vous ne donnez pas, c'est bon, vos échantillons vont mourir. Tant mieux, le diagnostic ne va pas fonctionner. Il faut demander pourquoi vous avez besoin du carburant. Ils vont vous expliquer le pourquoi. C'est très important. Il y a aussi des échantillons qu'on peut mettre sur papier filtre et puis dans les sachets qu'on appelle les ziplocs et on peut mettre dans les bols comme ceci. Mais les échantillons des épidémies, souvent c'est cela. Pour le transport, les échantillons doivent être transportés dans ce qu'on appelle un emballage triple, un triple emballage. C'est très important. Oh, malheureusement, j'ai atteint l'heure. Bon, c'est pas grave, je vais finir. Voici l'échantillon dans le tube à l'intérieur. Ce qu'on appelle l'emballage primaire, qui est dans le tube avec bouchon rouge, emballage secondaire, et qui va être mis dans cette boîte à couvercle jaune, c'est l'emballage tertiaire. Et c'est cet emballage tertiaire qui va aller dans les triples emballages avec les mentions que l'on va voir. Ensuite, vous pouvez les transporter jusque sur terrain. C'est très important. Et lorsque vous avez les échantillons des épidémies, vous devez savoir qu'il y a des exigences en matière de gestion de l'énergie sur terrain. Vous devez avoir des backups permanents. Et ça, épidémiologiste, vous devez également le savoir. Les backups doivent être connectés avec des stabilisateurs. Vous devez avoir un générateur de secours et une logistique appropriée. Quelqu'un qui est payé uniquement pour s'occuper du courant. C'est très important. Bon, parfois, en Afrique, c'est rare d'être payé uniquement parce que tu remets le courant. On va te dire, courant, c'est quoi? Moi-même, je vais avec les testeurs, je l'ai fait. Ici, c'est Ebola et c'est des échantillons précieux. Vous devez savoir si vous avez le matériel de stockage, le congélateur qui fonctionne, les cryobox, les cryotubes, les boîtes d'expédition des échantillons. Vous devez le savoir et les échantillons doivent être transportés de manière sécurisée, si besoin escortés. C'est très important. Les échantillons ne se transportent pas en cachette dans des sacs à dos, dans des sacs à dos, dans des valises. Non, les échantillons doivent être étiquetés. Il doit y avoir une étiquette avec des informations sur le contenu. La nature de l'échantillon, la nature d'emballage, l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le numéro de téléphone. Ça, c'est obligatoire parce que même si on ramasse le colis n'importe où, on doit être capable de dire que j'ai ramassé un colis, c'est écrit échantillon Ebola à destination 2. Vous allez lui dire, vous êtes où à tel endroit, ne touchez pas cet échantillon, nous pouvons envoyer une équipe. Et vous allez mettre la désignation officielle qui correspond des désignations des Nations Unies, mais on les donne dans un autre cours pour les concerner. Les échantillons doivent être étiquetés avec les étiquettes qui conviennent. Par exemple, là, cette étiquette des biohazards pour se dire que c'est un échantillon dangereux. Les flèches dirigées vers le haut, c'est pour montrer le sens du colis, que ça doit rester en position verticale parce que les échantillons peuvent se renverser. Et puis, il y a des volumes à respecter pour certains échantillons qui sont transportés. Par exemple, on ne peut pas accéder à 50 millilitres. Et puis, vous devez avoir toutes les étiquettes et la documentation appropriée, l'expéditeur et autres, et le manifeste. Le manifeste, c'est la liste qui accompagne, la liste détaillée qui accompagne les échantillons qui sont transportés d'un endroit à un autre. Il contient le nom de la personne qui a emballé et le volume d'échantillons, le nombre d'échantillons. Pourquoi? Vous devez savoir. Je peux avoir envoyé 25 échantillons. Quelqu'un a ouvert les colis, il en a retiré simplement 2. Mais c'était 2 positifs Ebola. Ça signifie que vous avez abandonné les échantillons d'Ebola aux personnes malveillantes. Il peut en faire un usage très très mauvais. Voilà pourquoi la personne qui réceptionne doit être capable de savoir c'était combien d'échantillons qui ont été envoyés avec la signature. Et habituellement, on y met même un sceau, de sorte que si le sceau
a été déchiré ou cassé, vous savez qu'il y a un souci particulier. Et donc, obligatoirement, vous aurez l'adresse de l'expéditeur, du destinataire, les nombres des colis, le contenu, le poids, et parfois on va vous demander la valeur si vous devez importer à l'étranger. Bon, ça c'est un cours qui est un peu plus avancé. Les étiquettes les plus importantes, il y a celui-ci, c'est celui des biohazards, ça signifie il y a un risque biologique. Quand vous avez cette étiquette, ça signifie que ce sont les biens, en fait, ce sont les miscellaneous, les biens divers qui sont transportés, par exemple, dans la neige carbonique. Ici, ça signifie du produit non inflammable. Vous devez connaître ça, même si vous ne connaissez pas, vos équipes du laboratoire doivent être connaître. Ici, ça signifie simplement que vous devez indiquer qu'il y a du liquide à l'intérieur et que ça ne doit pas être renversé. Ici, ça doit garder la position. Ici, c'est si vous transportez, par exemple, l'azote, les liquides cryogéniques, par exemple, l'azote liquide, etc. Et ça, c'est très important. Alors, pour les deux dernières diapositives, non pas celle-ci, celle-ci je la skip, d'accord, c'est la catégorisation de l'échantillon. Voilà, mes deux dernières diapositives, Sakurako pour finir, j'ai débordé, j'accepte, pardonnez mes offenses et mes péchés. D'accord. Pour gérer les déchets au laboratoire, il faut savoir d'abord c'est quel type de déchets vous gérez, avoir une formation en cela et savoir comment le faire. Les déchets doivent être triés selon qu'ils présentent un risque de contamination. Ça, c'est la première chose. Par exemple, les déchets qui contiennent les sangs, les sécrétions. Les déchets anatomiques, par exemple, les parties du corps, les prépuces d'une circoncision, les placentas et autres, ils présentent un risque important infectieux. Les autres déchets infectieux peuvent être également regroupés ici. Mais vous devez aussi avoir les déchets comme les médicaments. Il faut savoir comment on les trie, les produits pharmaceutiques, les vaccins. Les déchets cytotoxiques, ceux qui peuvent vous brûler ou alors provoquer une corrosion, l'acide et autres. Les déchets contenant des métaux lourds, les plombs, les déchets des batteries, des thermomètres, des tensiomètres. Les déchets chimiques, ceux qui contiennent des substances corrosives, par exemple l'acide, l'eau de javel, les réservoirs sous pression, les déchets radioactifs. Ce n'est pas un cours sur la gestion des déchets, mais c'est juste savoir que vous devez les étiqueter différemment. Par exemple, les déchets tranchants, les objets tranchants. Les déchets domestiques, par exemple, voilà, ils se mettent dans les poubelles de couleur noire. Quand vous voyez du noir, c'est pour les déchets domestiques, les sacs plastiques. Les déchets tranchants ou les objets piquants, ils peuvent être dans des couleurs qui sont jaunes, dans les poubelles jaunes, ce sont les tranchants. Les déchets avec risque de contamination, ils peuvent être dans des sacs en plastique, mais d'une couleur différente, ça peut être jaune ou voilà, parfois rouge. Les déchets infectieux, les déchets pharmaceutiques ont une couleur appropriée. Il y a un cours détaillé sur cela. J'ai voulu juste mettre ici le résumé. Alors, le vert, c'est pour les déchets généraux. Les jaunes, c'est pour les déchets infectieux. D'accord? Et en rouge, c'est pour les déchets infectieux voilà, qui sont organiques ou solides. Le bleu, c'est pour la verrerie. Et les noirs, c'est pour les restes des déchets, hein, etc. Vous pouvez les voir. Alors, une fois que vous avez ces déchets, le principe est celui-ci. Vous les collectez d'abord de manière régulière pour éviter les accumulations parce que quand ça s'accumule, les rats, les souris, etc. peuvent venir prendre des déchets infectieux et ces rats peuvent lécher la nourriture et nous contaminer. C'est très important. Vous devez définir un circuit. Les déchets infectieux ne doivent pas être stockés à découvert. On doit les fermer ou bien les sceller. Voilà pourquoi il y a des conteneurs en plastique hermétiquement fermés qu'on ouvre que quand il faut les déplacer. Vous devez protéger les personnes qui font les remplacements des poubelles ou qui les manipulent. C'est très important. Alors, dans la mesure du possible, les moyens utilisés pour les transports doivent être réservés uniquement pour cela. En Afrique, vous savez que parfois ce n'est pas le cas. Les mêmes camions qui transportent les sables de construction, et il va aider au déménagement, un jour il va transporter les déchets, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Alors, les moyens doivent avoir des exigences. Par exemple, les déchets doivent être faciles à charger, à décharger. Et ils ne doivent pas avoir des angles ou des bords tranchants. Ils doivent être, alors les conteneurs doivent être facilement nettoyables avec les désinfectants. Et on doit être capable de les identifier. Ils doivent être fermés pour éviter tout déversement sur la chaussée lors des secousses. Et les équipes doivent être formées et bien habillées. Pas ce qu'on voit. Quelqu'un avec un petit gant de latex sur une main, le gant s'arrête à peu près là,
Voilà, ici, au niveau des éminences ténars et hypoténars, le reste de la main dehors et il plonge fortement dans les déchets pour les arranger parce que pour qu'ils ne puissent pas tomber, il ne faut pas exposer les personnes. Et puis, il y a des législations dans chaque pays, mais parfois dans les contextes d'urgence, ce n'est pas possible. Et l'endroit du stockage doit être désigné à cet effet. Pourquoi? Il doit être restreint, avec peu d'autorisation. Il doit être séparé, il doit être couvert des intempéries, du soleil et autres, facilement nettoyable, protégé des rongeurs. Il doit être accessible facilement au moyen des transferts, il doit être aéré, ventilé, et il doit être à proximité ou pas très loin de l'incinérateur, etc. Et à la fin, il faut un incinérateur des déchets. Tous les déchets ne se traitent pas à la même température. J'ai mis ces tableaux, je ne vais pas m'étendre parce que vous n'êtes pas des experts en déchets. Mais sachez que, par exemple, les cartouches Gen Expert doivent être incinérées à 1000 degrés, entre 1000 et 1200 degrés, parce qu'ils contiennent du cyanure. Alors, ce n'est pas ça qu'il faut aller mettre dans l'incinérateur de fortune ou du quartier. C'est très important. Donc, voilà ce que je voulais partager sur la présentation. Je sais que ça a été long pour Sakurako et pour l'équipe, mes excuses. Mais bon, ça peut être suivi en 2 ou 3 temps, ça ne me dérange pas. Mais la présentation est sur ma chaîne et on a partagé les liens YouTube. Pour ceux qui n'ont pas assez retenu parce que je suis allé vite, vous pouvez prendre la dernière partie. Enfin, je voulais dire à Sakurako pour l'année prochaine, donnez-moi 2 heures, comme ça j'aurai aussi le temps d'avoir assez de questions et de respirer un peu parce que là j'ai trop couru. Merci pour votre attention, je reste disponible pour vos questions. Je suis en ligne et merci de nous avoir suivis. Au revoir.